Bonjour à vous, bienvenue. Installez-vous confortablement, prenez un instant pour vous poser. Moi, je suis Tom et je ne le dis pas souvent voire jamais, mais abonnez-vous, ça me ferait plaisir. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo après un voyage en Sicile où j'ai visité le musée de l'antimafia. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire vraie, forte, qui a marqué l'Italie et le monde. Nous allons parler d'une lutte, presque une guerre silencieuse, contre un système sombre et impitoyable, la mafia sicilienne. Plus précisément, je vais vous parler de deux hommes, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Ce sont deux magistrats qui ont décidé de dire non, de briser le silence, d'affronter la peur au prix de leur vie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut planter le décor. Ouverture du procès géant de la mafia à Palerme. 355 prévenus, 90 chefs d'accusation, mais peu de gros bonnets. Nous sommes en Sicile, à la fin des années 1970. Palerme est une ville magnifique, mais aussi une ville où l'ombre de la mafia plane sur chaque rue. Imaginez ces ruelles étroites, la lumière du soleil qui passe à peine entre les bâtiments, les cafés où se mêlent les rires et les murmures. Mais derrière ce décor se cache la peur. La mafia ou Cosa Nostra est une organisation dite secrète, violente et organisée. À l'époque, on estime que chaque année, entre 300 et 400 meurtres liés à la mafia sont commis en Sicile. La population vit dans un climat d'omerta, ce code du silence qui empêche de parler. Pour bien comprendre pourquoi Cosa Nostra faisait si peur, il faut mesurer l'ampleur de sa violence. On parle d'une organisation qui, pendant des décennies, a imposé la terreur totale. Pas seulement à ses ennemis, mais à toute une société. Cosa Nostra, c'est des centaines de meurtres de sang-froid, des juges assassinés, des journalistes exécutés, des hommes politiques abattus en pleine rue, des policiers piégés à la bombe, c'est des cadavres dans les coffres, des hommes dissous à l'acide. Des enfants aussi, oui, même des enfants, comme Giuseppe Di Matteo, 14 ans, fils d'un repenti, enlevé, torturé, étranglé, puis dissous dans l'acide après 779 jours de séquestration. Cosa Nostra, ce sont des femmes exécutées pour avoir trop parlé ou juste pour avoir été les compagnes de traîtres. C'est une culture du silence, de la peur, du chantage qui s'infiltrait partout. Dans les écoles, dans les hôpitaux, les mairies, jusqu'aux tribunaux. La mafia ne tuait pas seulement les corps, elle tuait les consciences. Et puis, c'est aussi une emprise sur toute la Sicile. Selon la police italienne, 8 commerces sur 10 versent un impôt à la mafia sicilienne. En italien, racket, c'est pizzo. Il ne faut absolument pas prononcer ce mot au sicilien. On ne disait pas mafia, on disait ceux-là, les gens d'en haut. Une terreur invisible mais totale, un climat où personne ne parlait, où tout le monde savait mais où tout le monde se taisait. Parce que quand on ouvrait la bouche, on mourait. Cosa Nostra n'était pas une simple bande criminelle, c'était un système, une logique, une dictature de l'ombre. En 1980, un événement choque Palerme. Le procureur Gaetano Costa est assassiné. Il avait signé des mandats contre la mafia et c'est pour cela qu'il a été tué. 3 ans plus tard, en 1983, le juge Rocco Chinisi meurt lui aussi dans un attentat à la voiture piégée. Ces assassinats montrent que la mafia ne recule devant rien pour conserver son pouvoir. C'est dans ce contexte terrifiant que deux hommes, Falcone et Borsellino, vont décider de se lever. Ils vont s'engager dans une bataille judiciaire qui va changer le cours de l'histoire, ou du moins de l'Italie. Après la mort du juge Chinisi, Antonino Caponetto prend les choses en main. Il crée un groupe, le Pool Antimafia, pour unir plusieurs magistrats dans la lutte contre la Cosa Nostra. Jusque-là, chaque juge travaillait seul, ce qui laissait la porte ouverte aux assassinats ciblés. En formant ce pool, Caponetto invente une stratégie. Partager l'information, travailler en équipe. Dans ce petit bureau, on trouve Falcone, Borsellino, Di Lello, Guarnota et d'autres. Le lieu est modeste, encombré de dossiers, de feuilles manuscrites, de tasses vides. Falcone est connu pour sa rigueur extrême, son obsession du détail. Borsellino, lui, est plus direct, plus explosif, mais tout aussi déterminé. Falcone répète souvent « Suivez l'argent et vous trouverez la mafia ». Il comprend que la mafia n'est pas juste un groupe de tueurs, mais une organisation économique puissante. Un jour, il dit à ses collègues « Nous sommes des chirurgiens. Si on a peur d'ouvrir, on ne guérira jamais. » Leur arme secrète sera aussi un repenti, un mafieux devenu témoin, Tommaso Buscetta. C'est grâce à ces témoignages que le pool découvre la structure réelle de Cosa Nostra. Buscetta révèle l'organisation hiérarchique, le rôle des parrains, les règles du clan.
Falcone consigne tout à la main, car chaque détail peut faire la différence au tribunal. Mais il y a 30 ans, la justice italienne a lancé la contre-offensive avec le parquet de Palerme en première ligne. L'un de ses magistrats est devenu un symbole de la lutte contre les mafieux, le juge Giovanni Falcone. Avant d'entrer dans le cœur du maxi-procès, comme on l'appelle, il faut absolument comprendre qui est cet homme que tout le monde redoutait. Toto Riina. Salvatore Riina, surnommé Toto le Court à cause de sa petite taille, est un chef impitoyable de Cosa Nostra. Né en 1930 à Corleone, un village près de Palerme, il grandit dans la misère, dans un environnement où la mafia contrôlait tout. Riina est connu pour sa brutalité extrême. Contrairement à certains parrains, plus discrets, lui pratique la terreur ouverte. Il ordonne assassinats, attentats, élimination de ses rivaux et de ceux qui s'opposent à lui, y compris des magistrats. Sous sa direction, la mafia connaît une période de violence sans précédent, avec des centaines de morts entre les années 1980 et 1990. Toto Riina incarne cette mafia violente, agressive, qui ne recule devant rien pour garder son pouvoir. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Riina se cache derrière un réseau secret utilisant la peur et la corruption pour manipuler la société sicilienne. Il devient l'ennemi public numéro 1 de l'État italien. Arrêté en 1993 après une traque acharnée, son arrestation marque un coup dur pour la mafia, mais son héritage de terreur continuera de peser longtemps. Au banc des accusés, enfermés dans des cages blindées, 355 personnes, 119 sont en fuite. L'acte d'accusation comporte plus de 8000 pages et le procès devrait durer longtemps, très longtemps. Nous en étions donc aujourd'hui au préliminaire. Le climat sur place avec notre envoyé spécial, Victor Vramand. En 1986, un événement sans précédent secoue Palerme, la Sicile et même toute l'Italie. Ce que l'on appelle aujourd'hui le maxi-procès débute. Imaginez, 475 accusés, c'est colossal. C'est le plus grand procès jamais organisé contre la mafia. Pendant plus d'1 an, cette salle d'audience va devenir le théâtre d'un combat acharné entre la justice et Cosa Nostra. Les juges, dont Falcone et Borsellino, s'appuient sur des milliers de pages de dossiers, des centaines de témoignages et des preuves patiemment récoltées. Le travail est titanesque. Des juges, des greffiers, des avocats, des policiers travaillent jour et nuit. Le tribunal devient une forteresse. Des mesures de sécurité extrêmes sont mises en place car tout le monde sait que la mafia ne reculera devant rien. Dans cette salle, on entend parfois les voix trembler, les témoins craindre pour leur vie. Falcone est là, impassible, méthodique. Il prend la parole avec calme et précision. Il explique les mécanismes de la mafia. Il montre comment les chefs de Cosa Nostra contrôlent les territoires, l'économie, la politique. Le procès, c'est aussi une victoire symbolique. Pour la première fois, la mafia est exposée au grand jour. Elle ne peut plus se cacher derrière le silence et la peur. Plusieurs chefs mafieux sont condamnés à de lourdes peines de prison. Cette victoire judiciaire pourtant ne signifie pas la fin du combat. Elle provoque même une riposte violente. La mafia va répondre par la terreur. Des témoins racontent. Une policière de l'escorte de Falcone dira plus tard « Il ne montrait jamais sa peur, même quand les menaces étaient écrites sur les murs ». Une collègue de Borsellino confiera « Paolo avait un rire franc, un humour noir, mais derrière ça, il savait que le danger était partout ». Falcone, dans ses moments libres, jouait au tennis. Il disait que cela l'aidait à garder son esprit clair. Borsellino, lui, était très attaché à sa mère. Il lui téléphonait chaque jour. Une anecdote raconte que Falcone un jour a reçu une lettre anonyme disant « Tu vas mourir ». Il a simplement répondu « Je n'ai pas peur de la mort ». La riposte de Cosa Nostra est brutale et sanglante. Le 23 mai 1992, une date que l'Italie n'oubliera jamais. C'est dans mes bras que Giovanni Falcone a rendu son dernier souffle. J'ai alors compris que pour moi, le rendez-vous avec la mort n'était que partie remise. Giovanni Falcone rentre de Rome à Palerme. Il a pris l'avion comme d'habitude. À l'aéroport de Punta Resi, sa voiture blindée l'attend avec 2 autres véhicules de sécurité. Au volant, son fidèle garde du corps, Vito Schifani. À ses côtés, Francesca Morvillo, sa compagne, elle aussi magistrate. Il roule sur l'autoroute A29 en direction de chez lui dans le quartier de l'Adaura. Il est 17h58. À cet instant précis, 500 kg de TNT enterrés sous l'asphalte explosent au passage de son cortège. 500 kg. C'est l'équivalent d'un attentat de guerre. L'explosion est telle qu'une portion entière de l'autoroute s'effondre. Le cratère fait plus de 15 mètres de large.
Des voitures sont projetées à des dizaines de mètres. Les vitres des maisons aux alentours volent en éclats. Falcone est encore vivant quelques secondes après l'impact. Il a été éjecté de la voiture, mais ses blessures sont trop graves. Francesca aussi succombe. 3 agents de sécurité sont tués sur le coup, Vito Schifani, Rocco Di Silio et Antonio Montinaro. Le choc est total, la mafia a frappé en plein jour sur une autoroute à quelques kilomètres de l'aéroport. Et surtout, elle l'a fait devant tout le pays, car à ce moment-là, Falcone est l'homme le plus protégé d'Italie. Mais paradoxalement, ce massacre provoque une onde de choc dans la société. Le pays découvre le vrai visage de la mafia, sa cruauté sans limite. Des milliers de gens descendent dans les rues, des funérailles nationales sont organisées. À l'église, la veuve d'un des agents, Rosaria Schifani, âgée de 22 ans, prononce ces mots. « Je pardonne, mais je veux que vous vous mettiez à genoux devant Dieu. » Un silence glacial envahit la nation. Mais ce n'est pas fini. 57 jours plus tard, la mafia frappe à nouveau. Cette fois-ci, c'est Paolo Borsellino. Le 19 juillet 1992, Borsellino se rend chez sa mère, Via d'Amelio, à Palerme. Il est accompagné de 5 agents de sécurité. Ce jour-là, une Fiat 126 garée en bas de l'immeuble explose au moment où il approche. 90 kg de TNT placés dans le coffre. L'explosion est elle aussi brutale. Une boule de feu, des débris dans tous les sens. Borsellino est tué sur le coup. Les 5 agents aussi. L'un d'eux, Emanuela Loa, est la première femme policière tuée par la mafia. Elle avait 24 ans. L'enquête révélera plus tard que la bombe a été déclenchée à distance, probablement avec une ligne de vue depuis un appartement voisin. Certains témoins parleront d'un homme en costume, marchant calmement, quelques instants avant l'explosion. Et un fait étrange, juste après l'attentat, la valise de Paolo Borsellino a disparu. Elle contenait son agenda rouge, un carnet dans lequel il notait tout. Ses soupçons, ses rendez-vous, ses pistes. Et on ne l'a jamais retrouvé. Ces 2 attentats marquent un tournant. La peur est partout, mais la détermination aussi. La société civile, les politiques, la justice se mobilisent. On assiste à un réveil citoyen, à des manifestations, des appels à la justice, mais ces assassinats laissent aussi une blessure profonde. Une blessure que l'Italie porte encore aujourd'hui. Pour Falcone et Borsellino, ce sont des fins tragiques, mais leur combat a ouvert la voie à une lutte plus forte, plus organisée. Après l'attentat de Capaci et l'assassinat de Paolo Borsellino à Via d'Amelio, c'est tout un pays qui est en état de choc. Les images sont gravées dans la mémoire collective. Des enfants tenant des pancartes. La mafia tue, mais le silence aussi. Des milliers de Siciliens, jeunes et vieux, manifestent contre Cosa Nostra. C'est inédit. À Palerme, à Rome, à Naples, les gens descendent dans les rues. Ce sont des foules entières qui scandent les noms de Falcone et Borsellino comme des héros nationaux. C'est dans ce moment de douleur intense qu'émerge un mouvement qu'on appelle la société civile anti-mafia. Des associations comme Addio Pizzo naissent, des lycées organisent des journées de la mémoire, on commence à parler de mafia à l'école, ce qui jusque-là était impensable. Une génération de jeunes Italiens comprend alors que le silence est complice. L'État italien crée la Direzione Investigativa Antimafia, une sorte de task force spécialisée. On renforce les lois sur la confiscation des biens mafieux. Les biens saisis sont transformés en fermes sociales, en coopératives ou en centres culturels. Là où la mafia régnait, la vie civile reprend ses droits. Dans un témoignage poignant, Maria Falcone, la sœur de Giovanni, dira quelques mois plus tard « Mon frère est mort, mais son rêve, lui, continue de vivre dans le cœur de ceux qui refusent d'avoir peur. » Et c'est vrai, pour la première fois, la peur change de camp. Le combat de Falcone et Borsellino a réveillé les consciences. La mafia reste puissante, mais elle n'est plus toute puissante. Quelque chose vient de basculer dans l'âme italienne.
Et dire que même les Américains s'étaient penchés sur Totorina. Ce sont les ordinateurs du FBI qui avaient vieilli la seule photo dont les carabiniers disposaient. Le résultat n'est pas si mauvais que ça. Et dire qu'en 25 ans, il n'a peut-être jamais quitté Palerme. À croire que pendant ces 25 ans, on l'a recherché les yeux fermés. Et dire qu'en quelques minutes, il est devenu l'Italien le mieux protégé de la Terre, au point que même les caméras ne peuvent qu'entrevoir sa silhouette emportée comme celle d'un chef d'État. Et dire que l'Italie fête son arrestation comme une grande victoire, la famille du juge Borsellino, au grand complet, a même été associée à la célébration. Et dire qu'il a été arrêté près de ce poste d'essence, sans opposer la moindre résistance, dans une voiture non blindée, et qu'il a même félicité les policiers pour leur perspicacité. Après 25 ans de fugue et de recherche, Totorina n'a rien perdu de son humour. Le 15 janvier 1993, une nouvelle incroyable tombe. Salvatore Totorina, le chef suprême de Cosa Nostra, celui qu'on appelait le boss des boss, vient d'être arrêté. Cela faisait 23 ans qu'il était en cavale. Il vivait caché à Palerme dans un appartement discret en plein centre-ville. Cette arrestation est un véritable séisme. Pour la première fois, l'État italien met la main sur le cerveau de l'une des plus grandes organisations criminelles du monde. L'opération menée par les carabiniers du ROS, le Raggruppamento Operativo Speciale, a été tenue secrète jusqu'au bout. Ce jour-là, Rina roule tranquillement en voiture, sans escorte. Il ne se doute de rien. À un carrefour, les carabiniers l'interceptent, il ne résiste pas. Et dit-on qu'il sourit même, comme s'il savait que sa chute était inévitable. Dans l'appartement, on retrouve des dizaines de téléphones portables, des notes codées, des documents brûlés à moitié, mais aussi rien d'essentiel. Parce que ces carnets, les fameux pizzini, ont disparu. Quelqu'un les a pris avant. Cet oubli, ce vide, alimente depuis des années une thèse dérangeante. Et si une partie de l'État avait négocié l'arrestation de Rina en échange d'un pacte de silence? En tout cas, son arrestation ne met pas fin à la violence tout de suite, bien au contraire. Dans les mois qui suivent, la mafia déclenche une nouvelle vague d'attentats sur le continent. À Florence, à Milan, à Rome, des bombes explosent dans des musées, des églises, même près du palais des offices. Des innocents meurent. Le but, semer la peur et faire pression sur l'État. Mais l'État italien tient bon. Rina est transféré sous régime 41 bis, en isolement total. Il ne parle à personne, il ne voit personne, même sa propre famille lui est interdite. Lors du procès, il n'exprime aucun remords. Il sourit, il regarde les juges sans cligner des yeux. Il est condamné à plusieurs peines de réclusion à perpétuité pour des dizaines d'assassinats, dont ceux de Falcone et de Borsellino. Il meurt en prison en 2017, à l'âge de 87 ans, dans un hôpital carcéral. Mais le mal qu'il a semé, lui, continue à produire ses effets. Comme l'a dit un magistrat italien, la mafia ne meurt jamais, elle se transforme. Aujourd'hui, plus de 30 ans après les assassinats, les visages de Giovanni Falcone et de Paolo Borsellino sont partout en Sicile, dans les écoles, dans les bibliothèques ou sur les murs de Palerme. Ils sont devenus des symboles, des modèles de courage, d'intégrité, de justice. Il existe un immense graffiti juste en face du palais de justice de Palerme où l'on voit leurs deux visages côte à côte. En dessous, une phrase « Parlano ancora ». Ils parlent encore. Parce que oui, ils parlent encore. Leur combat a laissé une trace profonde, indélébile. Chaque année, le 23 mai, une foule immense se réunit à bord d'un bateau au large de Capaci, là où Falcone est mort. Des lycéens, des profs, des familles, des magistrats. Ils jettent des fleurs à la mer, ce sont des gestes simples mais puissants. Le 19 juillet, c'est Via d'Amelio qui devient un lieu de mémoire. Des bougies, des lectures de lettres de Borsellino, des enfants qui chantent. Dans tout le pays, on enseigne leur parcours. On parle de leur rigueur, de leur humour aussi, car oui, malgré la gravité de leur mission, ils riaient souvent ensemble. Une de leurs collègues disait « Quand Paolo entrait dans le bureau de Giovanni, on savait qu'on allait entendre éclater un fou rire dans les 5 minutes. » C'était leur manière de rester humain au milieu de la noirceur. Leurs familles, elles, poursuivent leur combat. Maria Falcone, la sœur de Giovanni, a fondé une fondation qui lutte contre la mafia en soutenant l'éducation. Aujourd'hui, des coopératives cultivent les terres confisquées à Cosa Nostra. Ces produits portent une étiquette « Libera Terra », terre libérée. Des pâtes, des vins, de l'huile d'olive, cultivés sans peur, sans raquette, sans violence. C'est une autre Sicile qui s'invente, une Sicile qui regarde son passé, qui regarde en face, sans honte, mais avec la volonté de ne jamais revivre ça. Falcone disait « La mafia n'est pas invincible, elle a un début et elle aura une fin ». On ne sait pas encore quand ce sera, mais ce qu'on sait,
c'est que son combat et celui de Borsellino a changé quelque chose. Alors pourquoi raconter cette histoire aujourd'hui? Parce que l'exemple de Falcone et de Borsellino nous rappelle que le courage existe. Que de dire non, affronter la peur, ne pas se taire peut changer les choses. La mafia est un combat de tous les jours partout dans le monde. Et ces deux hommes ont prouvé que la justice peut vaincre, même face à l'ombre. Alors quand vous pensez à la Sicile, pensez à ces héros anonymes. Pensez à ces policiers, ces familles, ces magistrats qui ont tout donné. Et souvenez-vous, le silence est le complice de la mafia. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez jamais.